sur l'épidémiologie en rapport avec les risques commerciaux. Le plan de ma présentation sera le suivant. Je vais donner un bref aperçu de la PPA, puis de comment le virus est transmis. Concernant ce processus de transmission, l'accent sera mis sur l'identification de zones de risque spécifiques de transmission de virus, en particulier vis-à-vis du commerce. J'évoquerai ensuite quelques points sur la destruction et la survie de virus, de l'environnement et de les tissus. Enfin, je vous ferai part de mes conclusions. Vous le savez déjà, la PPA est une maladie hémorragique particulièrement meurtrière qui touche les porcs domestiques et les sangliers. Elle est causée par un virus ADN de grande taille, le virus de la PPA. Il est très stable dans l'environnement. J'évoquerai plus tard les signes de la maladie, comment elle se présente et comment la diagnostiquer. Je vais commencer par un récapitulatif des cycles de transmission existants, en particulier en Afrique. Sur le continent africain, le virus de la PPA se retrouve chez son hôte naturel, une tique molle de genre des ornithins de rose. Ces tiques molles peuvent transmettre le virus très efficacement de manière transstadiale, transsexuelle et transovarienne. Elles peuvent également infecter des phacochères via un cycle d'infection tique-phacochère. Une transmission est également possible entre des tiques infectées et des porcs domestiques. Il s'agit de cycle tique-porc. Lorsque les porcs sont infectés, ils peuvent se transmettre le virus entre eux. Il s'agit alors du cycle porc-porc. Il existe également une transmission indirecte par contact via des abris contaminés, des véhicules, des vecteurs mécaniques ou de l'équipement. Je souhaite insister sur le fait que la persistance de ce virus et les épidémies de PPA, surtout dans le contexte africain, sont dues au cycle de transmission symbiotique entre les tiques et les phacochères. Une zone où ce type de cycle existe serait alors infectée à titre permanent. L'infection continue et s'affranchit de cycle pour contaminer les porcs domestiques, ce qui entraîne les épidémies que nous connaissons. Certaines de ces études que nous avons menées en Afrique confirment l'existence de ces cycles de transmission. Nous avons isolé des virus similaires chez des tiques et des phacochères et les avons retrouvés chez les porcs d'une même zone. Lors d'une étude plutôt récente en Ouganda, nous avons pu suivre des potamochères et les capturer pour nous assurer de pouvoir suivre leur déplacement. Sur cette illustration, la partie sombre est une zone boisée où les potamochères vivent et la partie claire correspond à des élevages domestiques. Nous pouvons montrer que cet animal peut parcourir jusqu'à 15 km par jour jusqu'à élevage. Cela pourrait probablement mener à un contact entre les deux espèces. Dans ce type d'environnement, nous isolons un virus similaire au sein des deux populations, les potamochères et les porcs domestiques. Quelques particularités de ces cycles qui ont également été décrits
lors de la première présentation, dans le cycle de transmission tic-tic, les tiques mâles vivent généralement dans les nids des potamangères et les terrières des phacochères. Les femelles pondent dans les nids de leur hôte, puis la transmission est transstadiale, transsexuelle et transovarienne. Un élément très important, ces colonies de tiques peuvent entretenir l'infection pendant 15 mois sans se nourrir de sang et pendant des années avec de sang. Cela revient simplement à dire qu'avec ces transmissions par tiques, le virus peut survivre très longtemps dans le contexte africain. Ces tiques infectées peuvent contaminer jeunes phacochères qui, une fois infectés, et selon leur virémie, peuvent contaminer d'autres tiques lorsqu'elles se nourrissent. En général, les phacochères sont asymptomatiques à l'infection, mais restent infectées à vie. Chez ces espèces de porcs, nous ne constatons ni transmission horizontale, ni transmission verticale. Un phacochère ne peut donc pas transmettre le virus à un autre. La transmission transovarienne est également impossible au sein de l'espèce. Une particularité de cycle tic-porc via les morsures de tiques, les larves, les nymphes et les adultes cherchent un hôte dans les nids. Ces tiques mâles se nourrissent rapidement et de nuit, mais elles ne restent pas longtemps attachées à leur hôte. Ces transmissions tic-porc sont prévalentes. Des études menées au Kenya montrent jusqu'à 17% d'exposition des porcs aux morsures de tiques. Cela signifie que ce type de transmission est tout à fait possible, même dans les zones sans phacochères ou animaux sauvages. Lorsqu'une tique contamine un porc, la transmission la plus fréquente qui survit d'un porc à l'autre se fait via le cycle domestique. La contamination entre deux porcs se fait par un contact direct. Elle peut également se faire par contact indirect via des abris contaminés, des véhicules et des vecteurs mécaniques et de l'équipement. Je voulais simplement souligner que sein de troupeau, lorsque le virus atteint un troupeau de porcs, nous avons créé un modèle à base d'agents de la situation pour étudier les événements qui mènent à la transmission du virus au sein de troupeaux. La transmission est accélérée par les taux d'infection qui peuvent être influencés par exemple par l'utilisation des déchets alimentaires crus. Cela peut également être dû aux d'autres vecteurs mécaniques contaminés, des véhicules, des litières, ce genre de choses. Parfois, des porcs morts sont vendus pour être transformés en nourriture pour d'autres porcs. Cette contamination et la contamination de l'environnement peuvent également augmenter le taux d'infection chez les porcs exposés qui sont infectés à leur tour. Un certain nombre d'animaux sont infectés, mais ne meurent pas et s'en remettent. Ces animaux restent porteurs de l'environnement. Plus tard, j'évoquerai ce que cela signifie en termes de transmission du virus dans les populations de porcs. Le modèle à base d'agents indique que le pic de l'épidémie survit au 28e jour et que l'épidémie peut disparaître dans les 60 jours. On remarque que tous les troupeaux sont infectés. Un certain nombre de porcs mourront et d'autres s'en remettront.
La transmission se fait également par interaction entre des troupes, par exemple différents élevages, et l'infection se déplace de l'un à l'autre. Ce type de transmission peut être dû à un certain nombre de facteurs. Dans ces situations, la transmission du virus est influencée par le temps de contact entre des porcs infectés et les troupeaux non infectés d'autres élevages. Ce temps dépend de divers facteurs, tels que des connaissances en biosécurité, la capacité des éleveurs à signaler et à isoler les animaux, le commerce de porcs, les saillies, tout cela peut aussi poser problème. Et un autre facteur pouvant jouer dans ces situations est la vente de carcasses de porcs. Nous savons que des porcs morts sont parfois vendus et consommés, parfois donnés à manger à des porcs. Nous avons aussi des situations où des animaux infectés qui, avant de présenter des symptômes de la maladie, sont vendus à des négociants non avertis. Cela mène alors à la contamination d'autres élevages et à des taux de contact élevés. Il existe donc un certain nombre de facteurs et de pratiques qui alimentent cette boucle et entraînent la transmission de virus d'un troupe à l'autre. Dans cette situation, lorsque les interactions entre troupeaux sont nombreuses, via les facteurs que j'ai mentionnés, les pics d'infection sont plus fréquents dans les élevages touchés. Si l'on réduit ce taux d'interaction ne serait que de 20%, les pics de la maladie sont touchés, ils sont plus bas. Et l'apparition des pics d'infection est retardée pour un temps. Cela signifie que l'on contrôle mieux la maladie. Généralement, lorsque la transmission se fait entre les troupes, les pics augmentent avec les interactions en raison des facteurs précédemment évoqués. Un autre facteur influençant la transmission du virus, surtout entre troupes, est la notion de réseaux sociaux. Les déplacements de porcs forment des réseaux très complexes et très diversifiés. Il en existe pour l'achat de porcs destinés à l'élevage, à l'abattage ou une relocalisation. Cela consiste à prêter des porcs à des proches lors de pénuries de nourriture. Il existe des raisons de saillie où des gens élèvent des truies mais empruntent des mâles. Notre réseau complexe est celui des marchands et des bouchers qui se déplacent dans les élevages pour acheter et vendre des porcs, ce qui mène à une augmentation de temps de contact entre les troupeaux de différents élevages. Les services vétérinaires sont également concernés, surtout lorsqu'ils visitent des élevages sans respecter la biosécurité. Lors d'études menées dans l'Est de l'Afrique, visant à observer de près ces réseaux sociaux, nous avons appris que l'achat et la vente de porcs se font généralement entre individus qui se connaissent. Il s'agit alors d'une relation de proximité. Il est intéressant de noter que lors d'épidémies, les ventes se font surtout auprès d'inconnus venant de villages éloignés. Cela signifie qu'en cas de soupçon d'épidémie dans un village, on est susceptible de constater une autre épidémie à plusieurs kilomètres du village. Ce type de transmission est dû au comportement humain et aux réseaux sociaux évoqués. Un autre élément observé en étudiant ces réseaux sociaux, nous avons réalisé que les principaux moteurs de la propagation à distance de la maladie dans les réseaux commerciaux sont les négociants
des transporteurs et des bouchers. En termes d'analyse des risques de transmission de la PPA, il s'agit de domaines sur lesquels se concentrer. Je souhaitais revenir sur le fait que parfois, lorsqu'un troupeau est infecté, tous les animaux ne meurent pas. Les survivants sont alors porteurs. Nous suspectons également qu'en cas de faible taux d'infection, les animaux peuvent maîtriser la maladie et rester porteurs. Des études récentes au Kenya et dans l'Est de l'Afrique montrent que pour un certain nombre d'animaux asymptomatiques, nous pouvons détecter le virus dans leur tissu. Cela représente un véritable risque de transmission de virus de la PPA. Nous développerons ce sujet plus tard, et en particulier certaines questions, notamment concernant le créneau durant lequel un porc porteur peut transmettre le virus à des porcs sains. Mais aussi si la viande et les produits dérivés d'un porc porteur affectent la transmission du virus de la PPA. Des études sont nécessaires pour déterminer le rôle de ces porteurs dans la transmission de virus, et surtout ce qui déclenche l'infectiosité de ces animaux et la transmission du virus. D'autres études menées en Afrique orientale ont établi un lien entre l'infection et les pénuries de nourriture. Les petits exploitants vendent leurs porcs en cas de pénurie et achètent des porcelets immédiatement après la pénurie. Ces changements, ces ventes, ces achats mènent à l'introduction de porcs infectés dans les élevages, ce qui entraîne souvent des épidémies, en fonction de quand cela se produit. Je souhaitais souligner le fait que la transmission peut se faire au sein d'un troupeau, entre deux troupeaux, et au sein de nombreux réseaux complexes. Nous avons également constaté une propagation mondiale de la PPA. Je souhaitais rappeler que les premiers cas de PPA en Europe ont été signalés au Portugal en 1957, près de l'aéroport de Lisbonne. Ils étaient liés à l'utilisation des déchets alimentaires en provenance des avions. Cette épidémie en particulier a mené à la propagation de la maladie partout dans le monde, y compris en Amérique. Cette épidémie était principalement due au déplacement de produits contaminés. La maladie a été introduite en Europe par les déchets alimentaires crus, mais la propagation s'est surtout faite par le biais de produits contaminés. Cette carte présente les deux génotypes qui sont parvenus à quitter l'Afrique. Le premier est le génotype 1, introduit en 1957, et le plus récent, le génotype 2, introduit en 2007. Comme vous le savez, l'épidémie de 2007 s'est déclenchée en juin 2007. Le virus a été détecté chez des porcs en Géorgie, dans le Caucase. L'infection était due à des déchets, notamment de la viande contaminée de navires de port du Porty sur la mer Noire. Cette épidémie était surtout due au déplacement de viande contaminée et de sangliers sauvages. Cela a entraîné la propagation de virus à travers la majorité de l'Europe et en Asie, et récemment dans une grande partie de l'Asie du Sud-Est. Non seulement ce type de transmission provient d'Afrique, nous pensons aussi qu'une transmission est possible au sein du continent.
Un bon exemple est la confirmation récente de la présence de génotype 2 au Nigeria. De telles occurrences peuvent se faire par le transport ou la vente de produits porcins. D'autres pays actuellement infectés, surtout en Europe et en Asie, mais également sur le continent africain. Je souhaitais souligner que nous avons été capables de générer des outils avec le séquençage de génome qui nous permettent de savoir où se trouvent les clusters de certains de ces virus. Nous avons donc appris, par exemple, que le cas unique du génotype 2 de l'Est de l'Afrique ressemble fortement au génotype 2 qui sévit en Europe et en Asie. C'est à l'opposé de la diversité génétique des génotypes 2 historiques en Afrique australe. Ce type d'information est très important pour nous aider à suivre la transmission de virus dans le monde. Le suivi de virus se fait à l'aide de la phylogénie dérivée de l'alignement du génome. Ce diagramme montre l'utilisation de phylogénie similaire pour identifier les génotypes 9 et 10 en Afrique orientale. Cela nous a permis de comprendre le mouvement des virus de la région. Pour l'Afrique orientale, nous avons une phylogénie moléculaire de génome complet de génotypes 9 et 10 qui montre le regroupement des isolats de l'Afrique orientale. Il s'agit là d'une information très importante, car si nous trouvons ces génotypes, par exemple, en Afrique occidentale, nous aurons alors qu'une transmission aura eu lieu. Peut-être en raison d'un non-respect des protocoles de biosécurité ou de problèmes liés au commerce. Si l'on met de côté l'aspect transmission, je souhaitais également évoquer un sujet essentiel, surtout vis-à-vis de risques de transmission de virus de la PPA, la dilution et la suivi de virus dans divers tissus et produits. Pour les porcs domestiques, après l'infection, les bêtes peuvent excréter des quantités infectieuses de virus pendant 24 à 48 heures avant l'apparition des signes cliniques. Lors de la phase aiguë de la maladie, d'énormes quantités de virus sont libérées dans les sécrétions et les excrétions, dont le virus est très présent dans le sang et les tissus. Comme je l'ai dit plus tôt, les porcs survivants restent infectés plusieurs mois, mais n'excrètent le virus que pendant 30 jours. Des quantités infectieuses se trouvent dans les ganglions lymphatiques et d'autres tissus, peu susceptibles de contenir des niveaux infectieux de virus pendant plus de 2 mois post-infection. Cette séquestration de virus dans les ganglions, par exemple, pourrait être le plus grand risque pour les porcs guéris ou asthmatiques, mais déjà infectés. Pour les vecteurs et les réservoirs, par exemple les tiques, les colonies de tiques peuvent maintenir l'infection jusqu'à 15 mois sans se nourrir de sang et pendant des années en se nourrissant. Lorsqu'elles se nourrissent, elles peuvent pondre. Comme je l'ai déjà dit, le virus est transmis dans les différentes étapes du développement des tiques et peut être transmis par les œufs, etc. Cela leur permet donc d'entretenir des virus très longtemps. Les porcs sauvages africains sont asymptomatiques et restent infectés à vie. De ce fait, puisqu'ils sont contaminés pour nourrir d'autres porcs, l'utilisation de ces porcs sauvages pour nourrir d'autres porcs représente un risque de propagation de la maladie, surtout là où les animaux sont chassés pour leur viande. Des porcs domestiques se sont avérés être porteurs de la PPA. Des tissus d'animaux représentent une prévalence de virus de 16%, basée sur 4 analyses PCR positives ainsi qu'une isolation de virus. Cela démontre bien l'existence de porcs porteurs
et nous devons réfléchir à comment traiter les porcs et leurs produits pour éviter la transmission de virus. Nous avons également observé que les porcs et les potamochères et les phacochères localement adaptés présentent d'importants signes de sélection. De tels extrêmes sont absents chez les aspects commerciaux, notamment européens, mais nous constatons l'intégration de gènes de potamochères, gènes de porcs adoptés localement. Cela pourrait expliquer certaines de nos observations, telles qu'une tolérance relative au virus chez certaines espèces locales. Cela explique également la notion de porteur, qui représente un risque de transmission de la PPA. Un autre point que je souhaitais évoquer est la question de l'inactivation de virus de la PPA dans les tissus et de l'environnement. Il est important de comprendre que ce virus est particulièrement résistant. Il est stable dans un pH de 4 à 10, la maturation de la viande est donc inefficace. Le virus doit être chauffé à 60 degrés pendant 20 minutes pour être inactivé. Les saucisses fumées et le jambon cru nécessitent 12 heures, entre 32 et 49 degrés et 25 à 30 jours de séchage pour se débarrasser du virus. La viande de porc fumée peut rester contaminée plusieurs mois. Le virus peut subsister dans des vecteurs mécaniques tels que les vêtements, les chaussures, l'équipement et le véhicule pendant plusieurs jours. La PPA, dans un milieu protéique approprié, est stable sur une grande plage de température et de pH. Il a été prouvé que le virus pourrait survivre dans le sérum à température ambiante pendant 18 mois, pendant 6 ans dans du sang réfrigéré et pendant un mois dans du sang à 37 degrés. La putréfaction n'inactive pas forcément le virus, qui reste viable dans des selles pendant au moins 11 jours, dans du sérum décomposé pendant 15 semaines et pendant des mois dans la moelle. Cela montre à quel point l'inactivation de ce virus est compliquée. Les meilleurs agents d'inactivation sont l'hypochlorite de sodium, le glutaradéide, le soude caustique, et le peroxymonosulfate de potassium. Sur la fin de cette présentation, je souhaite souligner l'importance de la compréhension des dynamiques de transmission de ce virus, car elle a un impact particulièrement important. Les travaux de la professeure Mary Lou et ses collègues ont mis en avant l'impact au fil des années de différentes épidémies. Ces estimations sont faussées car la majorité des foyers de PPA ne sont pas signalés, principalement parce qu'il n'existe pour le moment ni vaccin, ni contrôle, ni traitement. Les éleveurs n'ont aucun intérêt à signaler ces foyers. Nous devons donc connaître ces cycles de transmission afin d'enquêter et de formuler des mesures de biosécurité fondées sur des faits scientifiques. Pour terminer, je souhaite rappeler que le virus est très stable et peut persister chez ses hôtes via divers cycles de transmission, comme nous l'avons vu ici et dans les présentations précédentes. De simples mesures de biosécurité peuvent réduire la transmission, surtout si elles se fondent sur des preuves de certains des problèmes évoqués aujourd'hui. Un autre point important, les éleveurs doivent investir dans leurs élevages pour appliquer la biosécurité et doivent proposer des pocheries et des aliments de qualité à leurs porcs. Cela génère des bénéfices en termes de productivité des animaux, de meilleurs rendements et une baisse de problèmes y afférents tels que les zoonoses. Je souhaite rappeler à l'audience aujourd'hui que les éleveurs n'agiront que dans leur propre intérêt pour faire évoluer leur ferme.
et ce seulement s'ils pensent pouvoir en tirer des bénéfices, ce qui demande de nouvelles connaissances. Ils leur font les moyens d'opérer ces changements. Peut-être ont-ils besoin de capital, de nouvelles sources d'aliments, d'informations et des marchés plus ouverts. Pour terminer, je souhaite ajouter que même si un éleveur lutte contre l'apparition de la PPA dans son élevage, si une épidémie s'y déclenche, il continuera d'agir dans son propre intérêt. Il vendra ses porcs avant qu'ils meurent, perpétuant ainsi la transmission. À moins qu'il soit clairement incité à ne pas le faire, nous devons trouver comment encourager les éleveurs, par exemple via des assurances ou des indemnisations. C'est ainsi que se termine ma présentation et j'invite le docteur Livio à reprendre.